Alors bonjour Driss. Je voulais te recevoir aujourd'hui pour parler de ton livre Une contre-histoire de la colonisation française et évidemment on va parler de colonisation française. Tu es déjà venu plusieurs fois présenter Ouais. plusieurs livres sur la chaîne, je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent aller retrouver bien d'autres interviews et puis les autres livres que tu as sortis. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Driss, te présenter s'il te plaît? Bonjour. Bah écoute, avec plaisir, merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir de venir ici. Puis toi, on se tutoie, hein, Bien sûr. t'es un compagnon de route, hein, on se connaît déjà depuis au moins 3 ans. Hein. C'est-à-dire Ouais, c'est ça. une éternité sur Internet. Hein. Donc, déjà des vieux de la vieille, par 7 ans de relations Kleenex où tu zappes les gens te zappent et les gens se perdent de vue, c'est bien. Écoute, moi, j'écris sur des livres sur deux thèmes, la violence et l'identité. C'est un peu les deux thèmes porteurs qui m'intéressent. Donc, la colonisation est une histoire de violence, on en parlera, hein, de violence brutale, gratuite, mais qui a eu des conséquences importantes pour la France, le pays qui l'a commis, mais aussi pour les pays qui l'ont reçu. Voilà, des conséquences parfois positives, parfois négatives. C'est le but du livre. J'ai eu une carrière au fait dans les ventes, hein, dans l'informatique, la technologie. Puis à un moment, j'ai décidé de tout jeter par-dessus bord, à part les souvenirs, et de tout recommencer en tant qu'écrivain. Donc ça dure depuis 10 ans. Je touche à des sujets polémiques. C'est pas bon, c'est des sujets qui m'intéressent. Euh, et j'essaie d'être un peu un type marginal. Je pense que j'ai un côté marginal, même si j'ai toujours été le premier de la classe, tu sais, bon élève. Euh, j'ai un côté très marginal dans le sens où je prends des sujets un peu polémiques et puis même si on me marque à droite, au fait, à droite, je suis le gars qui essaie de donner un peu, enfin, parmi d'autres, hein, un éclairage un peu décalé par rapport à l'islam, par rapport au monde arabe, par rapport à même à la colonisation, parce que quand j'ai commencé à faire le livre, j'avais en tête, après je te rends le micro, j'avais en tête de faire un livre pro-colonisation française. Je me suis dit, je vais leur dire, ça a sauvé l'Afrique, ça a créé l'Algérie. Bon. Et en travaillant, moi, j'ai mis quand même 2 ans, 2 ans et demi de boulot. Je me suis rendu compte que c'était pas que ça, quoi. Ouais. Et j'ai dû beaucoup nuancer et voilà. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire une de mes caractéristiques, c'est que je prends un peu le contre-pied. Donc c'est intéressant pour le lecteur. Parfois, ça me coûte cher, Moi, je mais trouve je ça pense bien que parce que honnêtement, quand je lis tes livres, je vois justement un avis qui est. Alors, c'est souvent polémique parce que c'est pas à la mode, mais ouais, c'est assez pragmatique et assez nuancé finalement. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas sur tous les marqueurs de droite, comme tu l'as dit, ni tous les c'est ça, marqueurs de gauche non c'est plus. ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui est nuancé, qui dit attendez, vous ce que vous dites à droite, il y a un peu de vérité, mais attendez, c'est pas que ça non plus. Il y a aussi d'autres choses et c'est ça que j'aime bien en tout cas Je te dans les remercie. livres que j'ai lus de toi. Je te remercie. Et c'est pas mon mérite, c'est malgré moi. Je veux dire, c'est ma personnalité. Tu vois, j'aime pas provoquer pour provoquer, mais j'aime bien prendre le, un peu un pas de côté. Et c'est le boulot des artistes d'ailleurs, parce que moi au début, je voulais pas faire des livres au sérieux. Tu sais, je voulais faire des romans. Mon premier livre était un roman, un livre d'espionnage. J'ai écrit au premier roman, c'était ça. Moi, je me voyais faire des trucs comme ça. Euh, et je me suis retrouvé à faire des livres au sérieux qu'en anglais on appelle non-fiction, voilà, c'est pas de la fiction, un peu par hasard et puis parce que les événements font que, et après tu connais les éditeurs, on te propose des pistes et tout ça. Mais j'essaie toujours d'avoir un peu un côté, comment dirais-je, essayer d'être pas le grand frère, mais de parler comme un ami, quoi. Si j'avais un pote qui me demande un avis, tu vois, autour d'un verre, sur la colonisation, qu'est-ce que je lui dirais? Mais, Ouais. mais comme un fils, un père, un fils, tu vois, ou un pote, tu vois, parce que pas pour demander des votes ou un suffrage ou un boulot ou être. Et c'est un peu la ligne qui guide. Hein. Euh, on est nombreux à faire ça. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, malheureusement, les gens sont
sont organisés. Nous sommes devenus un peu sectaires, hein. Ouais, c'est ça, c'est le campisme maintenant. Chacun C'est son campiste. camp. Chacun son camp et les gens se méfient quand tu n'es Ouais, pas dans la stricte, dans le récit principal. Et puis surtout, ça, j'en suis moi-même coupable. Les gens lisent très vite et parfois ils lisent, ta nuance, ils comprennent pas. Et ils Mhm. commencent à te bombarder, mais tu dis, j'ai pas dit ça en fait. Tu vois, hier, j'ai eu un pote de très longtemps et on a discuté. Et, au fait, il m'a traité d'extrême droite et tout, mais entre potes, tu sais, hein, voilà, autour d'un verre. Et quand on a discuté, au fait, c'est lui qui est d'extrême droite. Et il m'a dit, mais tu es de gauche. Mais je lui dis, mais merde. Et peu importe le thème. Et au fait, parce que les gens, on va très vite. Il y a tellement de choses. Ouais, Et puis il y a tellement j'essaie de trouver un mot, il y a tellement de salauds, excuse-moi de dire, qui nous énervent sur les réseaux sociaux, enfin qui sont au pouvoir, c'est que nous sommes tous en colère. Donc, ouais, bah, c'est vrai. voilà, tu pars vite parce que le niveau de bêtise qu'il y a voilà, est très élevé, hein. C'est vrai. Alors, Driss, on va commencer par une question, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, et puis on va nuancer après tout au long de l'entretien. En tout cas, à lecture, à la lecture de ton livre, il y a pas mal de sujets qui vont émerger, mais on va d'abord partir d'une question qui n'est pas forcément du livre, mais qui est évidemment à avoir. Alors aujourd'hui, lorsqu'on écoute le discours public dominant au niveau de la colonisation, on a l'impression finalement que la colonisation serait le péché originel de la France moderne, et la cause matricielle d'une immense partie des désordres contemporains aujourd'hui qui sont liés à l'immigration et tout ça. Est-ce que selon toi, nous sommes encore dans l'histoire aujourd'hui quand on parle de la colonisation, ou déjà on est dans une espèce de de théologie politique de la culpabilité en fait? Ah oui, clairement, on n'est pas du tout dans l'histoire. On est dans une histoire politique, si tu veux, une histoire à usage politique, une histoire idéologisée, un récit. J'aime pas le terme narratif parce que je pense que ça vient de l'anglais, je suis presque sûr. Donc, mais bon, c'est vrai, c'est une narration, c'est une histoire. En fait, on se raconte des histoires euh, des- euh, qui soit empoisonnent la nation, hein, créent la culpabilité, énervent les Arabes contre les Français de souche, les Noirs contre les Français de souche, les Africains d'Afrique contre la France, tout ça, Ouais. soit permet à des gens de se faire élire euh, ou contribuer à les faire élire, ou endorment à la droite aussi, parce qu'avec les histoires de dire oui, on vous a laissé les chemins de fer, on vous a laissé les hôpitaux, oui, d'accord, très bien, c'est vrai, mais bon, quand on creuse, on voit qu'on a, par exemple, commençons par ça, tu vois, la thèse de droite qui dit que la colonisation a laissé les chemins de fer et tout ça, oui, d'accord, mais il y a eu très peu de chemins de fer par rapport aux besoins de ces pays-là, pour plusieurs raisons, notamment que la France n'a pas beaucoup investi parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent à mettre sur les colonies. Les colonies françaises étant structurellement déficitaires, à part l'Indochine, Mm. parce qu'on n'avait pas d'or, on n'a pas trouvé d'or, de diamants, de gros minerais, à part un peu le phosphate tunisien, marocain, mais bon, ça vole pas très haut. Contrairement aux colonies américaines, pardon, anglo-saxonnes. Le Mm. Botswana, c'est blindé de diamants. L'Afrique du Sud, c'est l'or, le diamant, le charbon. L'Australie, c'est une mine à ciel ouvert, quoi. Donc les Anglais ont eu de la chance par rapport à nous. Ouais. Nous, à part en Indochine, on avait beaucoup d'EVA, donc le latex qui se vendait pour faire des pneus. Ouais. Donc l'Indochine vendait le caoutchouc aux Américains directement, dans les années 20, en dollars. Donc là, ça rapportait. L'Indochine vendait beaucoup de choses à l'Inde, pardon, à l'Inde, à la Chine. À la Chine, bon, Indochine, hein. Mm. Elle a un côté indien, un côté chinois. Parce qu'il y a il y a des rivières qui permettent d'accéder au marché chinois, qui était un marché déjà énorme à l'époque. Donc, voilà. Donc là, à part l'Indochine où il y avait de l'argent, le reste de l'empire était, je dirais pas en guenilles, mais était vraiment un empire de la pénurie. Donc la Donc France, le mythe de la France qui s'est enrichie sur les colonies, c'est pas ça. entièrement faux, c'est entièrement faux, entièrement faux. Malheureusement, le pétrole algérien est arrivé beaucoup trop tard. Il est arrivé dans les années 50, déjà quand ça commence. Je crois que le premier puits, c'est 56, hein, à vérifier. Donc la guerre avait Ouais. déjà commencé, la guerre d'Algérie en 54. Donc, et Ouais. en plus, ce pétrole-là, je crois que c'est Jacques Marseille qui le dit, ou ouais, Jacques Marseille, ou Daniel Lefebvre, je sais plus, parce que les deux étaient amis et tout ça. C'était un pétrole qui était assez lourd. Et Mm. le marché français, enfin, l'industrie française voulait plutôt du pétrole libyen ou ailleurs. Mais bon, non, non, c'était un marché. On ne s'est pas enrichi sur les. D'abord, il faut bien le dire aux jeunes, français de souche ou immigrés, la France était un pays riche avant la colonisation.
faut bien voir que la France, imagine, je prends une image un peu forte, la France s'est coupée les veines pendant la Révolution, mais méchamment. Elle a tué les nobles, l'Église, elle a foutu elle a créé un désordre économique, mais complet, hein, pendant 10 ans de Révolution. Et le pays, quand même, était assez fort pour conquérir l'Europe, hein. Ouais, c'est vrai. Napoléon, ouais, ouais, on a failli conquérir la Russie. On a transformé Rome et Turin et Milan en département français. On était en Espagne. On a conquis l'Allemagne. Avec un pays, Napoléon a été en Égypte pendant 1 an et demi. On a conquis Mm. l'Égypte quand même, hein. Euh, donc pour dire, la France est un pays très puissant, hein, vraiment une nation très avancée, beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein. Vraiment, on avait une avance. Donc on n'a pas eu besoin des colonies pour s'enrichir. Euh, on y a laissé des plumes. Le grand bénéfice des colonies, vraiment qu'on peut, là c'est indéniable, c'est la Seconde Guerre mondiale, où d'abord on y a envoyé les résistants, une partie de la résistance, hein. Leclerc, donc qui est remonté depuis le Tchad, De Gaulle qui était à un moment à Brazzaville, à Alger, en Algérie, il y avait une partie de l'armée française qui s'est Mm. réfugiée en Algérie, tout ça. Ça c'est bien. Et la deuxième chose, les colonies nous ont donné des soldats presque à titre gratuit pour aller se faire casser la gueule en Italie, en Allemagne, en Corse. Là, oui, là, l'Empire a rapporté. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans eux? Mm. Parce qu'au fait, on rentre dans une zone minée, mais même Vichy, qui a dit Pétain a pu convaincre les Allemands de pas envahir toute la France, parce qu'il leur a dit, les gars, je ne suis pas la Belgique, j'ai un empire colonial, voilà. Et je m'engage à ce que cet empire colonial vous aide et tout ça et tout ça. Ouais. Finalement, donc il a pu les enfumer pour parler de cette manière, et ça a permis de cacher des gens, hein, des soldats, Organiser la résistance, peut-être. oui, bien sûr. Alors oui, c'est pas mon domaine parce que c'est un domaine qui est énorme, Mm. mais une partie de la résistance française a eu lieu aux colonies, et on peut pas couper la résistance intérieure de la résistance extérieure. Et elle est Ouais. passée par l'Algérie, par le Maghreb, parce que, au fait, De Gaulle, il était à Londres, ok, mais à un moment, tout le monde est arrivé au Maroc, Algérie, Tunisie, parce que les Américains sont arrivés. Ouais. Les Américains sont arrivés au Maghreb et ils n'ont pas trouvé une terre vierge. Ils ont trouvé l'armée de Vichy qui était là, qui avait 100 000 Français et qui avait gardé ce qu'on appelle des goumiers, c'est-à-dire des Arabes, d'Arabes berbères, hein, Arabes et berbères, Ouais. euh, qu'elle avait cachés aux Allemands. Parce que les Allemands, ils avaient dit, vous avez le droit de garder 100 000 soldats en France, 100 000 au Maghreb, Mm. pour contrôler vos colonies. Parce que Pétain leur a dit, les mecs, moi je veux bien. Parce qu'au début, les Allemands ne voulaient pas de soldats français au Maghreb. Il leur a dit, les mecs, si je enlève les soldats, ben, les Arabes, ils vont se rebeller, hein. Ils sont pas bêtes, hein. Ouais. Les Allemands ont dit, OK, tu gardes des soldats, mais tu libères tous les soldats arabes, tous Mm. les indigènes qui traînent dans l'armée française. Parce Ouais. que tu n'es plus rien, Il dit, OK. Et ils lui ont envoyé ce qu'on appelle une commission de vérification. Il y avait des fascistes italiens là-dedans et des nazis qui s'est baladé Maroc, Algérie, Tunisie pour voir si les casernes étaient vides de soldats arabes et s'il y avait vraiment 100 000, tu vois, Ouais. armements pour pas qu'ils la leur fassent à l'envers, tu vois. Les Allemands sont pas bêtes non plus. Enfin, tu vois, Mm. qu'a fait l'armée de Vichy qui était en Afrique avec des gens grandioses comme Weygand notamment, Juin et tout ça. Noguès, bon, Noguès c'est un peu, il était au Maroc, il est un peu, bon, il a eu des problèmes plus tard. Eh bien, ils ont caché les Arabes. Ils leur ont dit, vous continuez, mais quand vous voyez, quand les Allemands venaient en inspection, vous allez porter des habits d'éboueurs, de Mm. jardiniers, municipaux, tu sais, vous allez, de gardes forestiers. Et les Mm. Allemands, ils disaient, mais le mec là, il a l'air fort quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un gendarme rural. Tu sais, et ils les ont entraînés en cachette. Ouais. Et il y a eu même des usines de fabrication de munitions, tu sais, pour tout ça. Et, euh, et quand les Américains sont arrivés en novembre 42, ils ont trouvé des mecs prêts à se battre pour eux. Et ils Mm. les ont armés, parce qu'ils avaient des carabines des années 1910-20. Ils les ont armés avec des carabines modernes, du matériel moderne. Ils les ont nourris, soignés, ils leur ont mis des uniformes et ils les ont transportés pour faire le débarquement en l'île d'Elbe. Et là, ça aussi, enfin, c'est la résistance, tout ça. Tu vois, Ouais, bien sûr.
Et ces Arabes se sont battus. Dedans, il y avait mon grand-père, pardon, maternel, se sont battus avec les Pieds Noirs. Hmm. Donc, il faut imaginer, les ennemis, on va dire, se sont battus ensemble pour Ouais. unir la France. Euh, et ça, là, on peut dire, là, l'Empire a fait un cadeau à la France. Parce que sans Hmm. ces mecs-là, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais il est vrai que ça aurait été difficile pour De Gaulle de libérer Paris, d'arriver en premier à Paris, de dire les mecs, voilà, de Hmm. faire le pot, et voilà. Ouais. Mais a été une très mauvaise affaire pour nous. Et c'est pas seulement parce que j'ai dit qu'il était mal pourvu par la nature. Il n'avait pas beaucoup de matériaux, tout ça, de mines et tout ça, de richesses naturelles. Mais aussi, on n'est pas un pays de businessmen. Hmm. Euh, Ouais, c'est vrai. ouais, on est un pays de fonctionnaires. Hmm. Donc, on a envoyé beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de militaires. Les mecs, ils ont fait la guerre et ils ont géré. Voilà, ils ont fait, voilà, ils ont fait des ponts, ils ont fait des préfectures, tout ça. Mais on n'est pas un pays de start-up, tu vois, de grands capitalistes comme les Britanniques ou même les Allemands. Hmm, On est hmm, un hmm. pays de commerçants. Je vais te donner un exemple. Le Maroc était colonie française. Eh bien, je crois que le Maroc, il avait un déficit commercial énorme avec le Japon pendant la colonisation, les années 20-30, parce que les Marocains étaient, bon, c'est un truc de dingue, mais c'est vrai. Comme quoi, quand la vérité dépasse le sketch. Les Marocains utilisent des babouches, hein, eh bien, les Japonais faisaient des babouches dans les années 20, tu te rends compte? Et ils ont inondé le marché marocain de la babouche. Et comme la France au Maroc, elle avait fait un contrat un peu bizarre, ça s'appelait le protectorat. Ouais. Donc, ils n'ont pas pris le pouvoir à 100%. Ils ont dit, enfin, ils ont fait un truc qui garantissait un peu l'effort, mais voilà, qui faisait croire aux Marocains qu'ils étaient encore gouvernés par eux-mêmes. Ils avaient gardé le roi, voilà, certaines choses. Eh bien, les Français sont engagés à respecter les traités d'avant le protectorat. Hmm. Donc, il y a un traité Ouais. antérieur, voilà, avec le Japon. Donc, Ouais. avant le protectorat, les Marocains, ils n'avaient pas d'argent. Nous n'avions même pas de banque centrale pour acheter de trucs du Japon, donc pour payer en devises. Ouais. Quand la France était là, on avait du pognon. Pour acheter du Japon, on avait le déficit et c'est la France qui payait. Et- et- mais c'est comme ça, parce que bon, ça, tu me diras, c'est la vie. Mais c'est un exemple qui est qu'on n'a pas fait une colonisation capitaliste. On a fait une colonisation de prestige militaire, administrative. Et c'est comme ça. Chaque peuple révèle son point fort. Tu sais, les Britanniques sont très forts en business, le commerce, l'Inde, la Hmm. compagnie. Les Hollandais, ils ont fait mais un business de dingue en Indonésie. Ils ont transformé ça dans une espèce de ferme de DVA, donc le caoutchouc, les fruits rares, enfin un truc de dingue. C'est pas notre truc à nous, quoi. C'est comme ça. Hein. Nous, on fait autre chose. Ouais, c'est vrai, on a Adrien Monville qui a écrit un livre là-dessus, qui est venu nous parler de ça sur la chaîne, et justement des différences entre le monde anglo-saxon et sa culture du pragmatisme et de l'entreprise, C'est vrai. et puis la culture française qui est plus intellectualiste et moins pragmatique, c'est clair. Oui, Alors, on n'aime pas. Ouais. Et puis on n'aime pas l'argent parce qu'on est catholique d'origine. Enfin, il y a tout un truc. voilà, c'est l'héritage catholique en effet. Ouais, ouais. Alors, on va continuer à dérouler, c'est passionnant, je t'ai pas coupé parce que c'est C'est passionnant, gentil. mais je voulais d'abord, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, je voulais qu'on réfléchisse et que tu nous expliques pourquoi en fait la mémoire coloniale est devenue en France un outil, enfin c'est moins un outil de compréhension du réel justement qu'un instrument en fait idéologique qui est là pour manipuler peut-être des concepts tels que l'identité, qui est là pour quérir des loyautés ou pour créer des inimitiés. Et on comprend pas cette. Alors il y a toujours eu un usage de l'histoire comme ça, mais là c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire qu'on utilise cette mémoire coloniale pour jeter les Français les uns contre les autres, les Français d'origine évidemment, et puis les Français dits de souche. Et qui a intérêt à ça, Driss, en France? Ah, il y a plein de monde, hein. En France et hors de la France. Commençons par hors de la France, si tu permets, parce que Ouais. c'est plus facile. Bah, les ennemis et les rivaux de la France. Hmm. Euh, J'ai pas de preuves, mais je pense que l'État profond américain, ça l'arrange que les Français s'étripent entre immigrés, Français de souche, euh, parce que finalement, ça leur permet de projeter en France le crime originel des Blancs américains qui ont fait le génocide des Indiens. Ouais. Il n'y a plus d'Indiens, ou presque, qui sont dans des réserves. Nous, Ouais.
nous, on n'est pas un peuple de génocide. On a plein de défauts. On a commis beaucoup de crimes en colonie, mais on n'est pas un peuple de génocide. On n'est pas, c'est pas notre truc. Mais là, voilà, ça, les Français croient qu'en colonie, nous nous sommes comportés comme des Anglo-Saxons qui pratiquent l'apartheid, la stérilisation forcée, voilà, le Ouais, dépassement. Voilà. Donc, bon, tu as tous les peuples, tu as tous les pays musulmans qui nous veulent du mal. Donc, tu as le régime, hein, le régime algérien, bah, ça lui fait plaisir. ouais, Tu as nos amis aussi du Moyen-Orient, je ne vais pas les citer, ils seront bombardés par l'Iran. C'est bien fait pour eux. Pas tous, j'aime beaucoup les Émirats, mais bon, ceux qui ont le PSG là, c'est bien fait pour eux parce que tu as des chaînes qu'ils aident, qui parlent en français aux Français des banlieues pour leur dire la France va mal. ouais. Al Voilà, Jazeera, ouais, en effet. bien fait pour vos gueules. C'est moi, Mm. pour le coup, Ouais. c'est de l'humour, mais bon. Donc voilà, ça c'est pour les ennemis de la France. Là, je pense que certains Turcs du régime turc aussi, ils aiment bien nous mettre. Alors que la colonisation turque a été ignoble, mais ignoble, c'est vraiment un truc ignoble. Mm. Bon, à l'intérieur de la France, tu as une gauche qui a compris tout le potentiel politique, et même révolutionnaire de l'immigration, parce que l'immigration vote plutôt à gauche pour plein de raisons. Euh, donc ça, le Parti socialiste, ça pour lui c'est bon coup. Donc il a besoin de lui donner des billes, de lui donner des thèses faciles et faciles à vendre de la colonisation. Parce que c'est vrai que tu dis la colonisation, c'est moche. Mm. Donc c'est vrai, donc c'est facile d'expliquer à un jeune arabe de banlieue, troisième génération, que la France a fait du mal dans son pays il y a 100 ans. Même pas besoin d'argumenter. Le mec il dit bah ouais, tu vois, Ouais, ouais. c'est comme si tu lui dis le nazisme c'est mal, bah il te dit bah ouais, tu vois, c'est comme Ouais. ça. Comme ça. Donc le côté politique, mais le côté aussi révolutionnaire, parce que une partie de la gauche veut faire la révolution en France, hein, et les filles, et je vais même chez nos amis de l'extrême centre aussi, qui pour moi sont à gauche au fait, qui se servent des immigrés pour changer la France à jamais Ouais. pour faire de nous des Américains avec nos ghettos, notre haine raciale, les uns contre les autres, les communautés qui se détestent, et aussi pour en finir avec le christianisme en France. Tu vois, ils se servent des immigrés pour islamiser la France et pour vraiment défigurer la France. Ils appellent la nouvelle France, la diversité, c'est l'anti-France. Et la colonisation là-dedans, c'est un moyen de maintenir d'amener les immigrés vers en fait, de les dégoûter de la France. Ouais. Donc, Tu d'interdire as, l'assimilation. tu as dans ton livre un passage où c'est dans l'introduction, je crois, où tu dis, on préfère juger les morts plutôt que répondre aux défis des vivants. J'aime bien cette manière de voir. Et c'est ce qu'on sent aujourd'hui. Exactement, parce que c'est facile de taper sur des morts. Mm. Ils ne se défendent pas. Le défi des vivants est un des motifs qui m'ont poussé à écrire ce livre, qui m'a demandé beaucoup de temps. C'est de dire quel est le défi des vivants. Tu as des Français de souche qui culpabilisent pour des crimes qui n'ont pas été ceux qui croient. Il y a eu des crimes, mais ce n'est pas ceux qui croient. Mm, mm. Et ils ignorent voilà, ils ignorent ce qui a été le bon qu'ont fait leurs ancêtres aux colonies, parce qu'il y a eu des choses bonnes qui ont été faites. Et donc, il y a tromperie sur la marchandise. C'est pour ces Français. Ouais. Et tu as des immigrés de deuxième, troisième génération qu'on monte contre les Français, qui sont leurs frères et leurs sœurs, parce qu'ils ont tous des passeports français, donc ils vivent ensemble, qu'on traumatise sur des crimes qu'ils n'ont pas connus. Le mec, il est né à Sarcelles ou à Saint-Denis. Pourquoi il va être traumatisé par les crimes qu'il y a eu en Algérie, au Sénégal ou autre? Et en plus, on leur fait détester. Euh, on, on leur fait détester certaines personnes, mais pas d'autres. Parce que euh, on leur dit il faut détester les Blancs, les Français, mais ceux qui ont livré l'Afrique, le Maroc, l'Algérie aux Français, l'Indochine, ce sont les élites de là-bas. Ce sont leurs frères, hein, leurs sœurs. Je veux dire, la France, elle n'a pas conquis le Maroc toute seule. Mm, mm. Des Marocains se sont donnés à la France pour le conquérir. Pareil en Algérie. C'était plus compliqué en Algérie. Mais aussi, des Algériens ont aidé la France, et beaucoup. En Indochine, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc, à la limite, ce que je veux dire, c'est que si tu veux détester quelqu'un, et la haine fait partie de notre cerveau, on va pas se mentir, bah, au moins, sache sur qui tirer, quoi. Il faut que tu saches détester les bonnes personnes, quoi. C'est pas de dire, parce que l'homme blanc n'a pas conquis l'Afrique ou le Maghreb.
il a été aidé par le. Et d'ailleurs, un pays comme le Maroc, par exemple, la France a débarqué avec une poignée de blancs et beaucoup d'Algériens, de Tunisiens, parce qu'ils ont pris des soldats qui connaissent le pays, quoi, enfin, qui connaissent la langue, la religion. Ouais, Ils ont pris beaucoup de soldats noirs, des ouais, Sénégalais. Parce que d'abord, ça coûte pas cher. Hein, et puis, il y avait une résistance biologique, immunologique. Il faut bien savoir qu'on est avant la pénicilline. Hein. Donc, le blanc, il mourait beaucoup. Même en Algérie, il y a beaucoup de blancs qui sont morts. Aujourd'hui, on va en Algérie, au Maroc, on ne prend pas de vaccin particulier. Mais mm, dans les années 1900, il y avait beaucoup de mortalité. ouais, Donc, en fait, tout ça, c'est pour ça que je dis, euh, le défi des vivants, c'est que même si tu veux, toi, tu es vivant, tu veux détester sa colonisation, mais au moins déteste-la pour les bonnes raisons. ouais, Moi, je je veux pas que tu comprends. détestes. Mais si tu la détestes, au moins sache les vrais coupables. Parce que la gauche, elle dit aux Arabes et aux Noirs de France, je vous aime. Mais si les Arabes et les Noirs savaient que la gauche a colonisé, je pense qu'ils seraient moins proches de ceux qui nous ont mis dans la situation coloniale, c'est la gauche. Ouais, La droite ne voulait pas coloniser. La droite, elle voulait, parce que le grand sujet du 19e siècle français et du début du 20e, c'était, disons-le rapidement, la vengeance contre l'Allemagne, mm, l'Alsace-Lorraine, qui nous a piqué deux régions, l'Alsace et la Lorraine. La droite voulait faire la guerre à l'Allemagne. La gauche disait, non, 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 on va faire les colonies. On va se préparer aux colonies, on n'est pas prêt pour faire la guerre à l'Allemagne, tout ça, pour plein de raisons. Et c'est la gauche qui a conquis le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest, à part le Sénégal. C'est la gauche qui a terminé de conquérir le Vietnam. Euh, c'est la gauche qui a peuplé l'Algérie. Parce que la monarchie française a conquis l'Algérie, mais elle a mis très peu de Français. ouais. C'est la gauche qui a amené un maximum de pieds noirs en Algérie. Parce que ils ont voté pour elle aussi. Hein. Parce que les pieds noirs votaient à gauche. Donc, tu vois, et c'est la gauche qui a justifié la colonisation. C'est la Ouais. gauche qui a dit qu'il y avait des races inférieures et qu'il fallait Mm. les civiliser. Et C'est pas la droite. civilisé, ouais, 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 c'est pas la droite. Je dis pas que la droite n'était pas raciste. La droite, elle se fichait complètement des Marocains et des Noirs. Elle s'en foutait. Elle avait d'autres problèmes. Elle disait, on a un problème en France par rapport à l'Alsace-Lorraine. Il faut qu'on le règle. Après, on mm. verra. C'était pas une question de la droite était humaniste, mais en fait, c'est la gauche qui a tout fait. Et la gauche, elle a lâché les colonies vraiment à la fin. Quand elle a compris que ça allait tomber, là, elle a changé, elle a dit voilà, le France Elle est devenue Fanon. anticoloniale. Ah oui, mais à la toute fin, vraiment, mais on est en 58, 59, tu sais. Ouais. Un petit peu comme Et, elle est devenue anti-nazie après le pacte germano-soviétique, une fois qu'il et était brisé. tout à fait. Et comme elle est devenue antisémite, aujourd'hui, pas toute la gauche, mais Ouais. une belle partie de la gauche est devenu antisémite, alors que Jean-Marie Le Pen, il était l'antisémitisme incarné, vilipendé. Moi, je me rappelle, je regardais je vivais au Maroc à l'époque, on regardait TV5, je me rappelle, c'était tous les jours Jean-Marie Le Pen, le mal. Et maintenant, tu as la gauche qui dit des choses que même Le Pen n'aurait pas dites. Enfin, tu vois ce que Ouais. je dis. Bon. Et avec bonne conscience en plus. En fait, Est-ce- juste un point, les idées circulent. Ouais. Par exemple, alors, la droite, elle était anticoloniale au début, mais elle est devenue très coloniale à la fin. Dans les années Ouais. 50, tu vois, et c'est pour ça qu'elle s'est fait piéger, parce que quand les immigrés arrivent en France, la gauche leur dit, ah les gars, moi, en Algérie, j'étais avec vous, ce qu'il faut, être avec eux les 2, 3 dernières années. Et donc, Ouais. la droite était contre vous. Et ce qui est vrai, parce que les dernières années, l'armée française qui était en Algérie était de droite, et c'est elle qui a Ouais. castagné les Algériens et qui voulait garder l'Algérie perd des pieds noirs. Donc, tu vois, les idées bougent. Ouais, c'est vrai. Et je voulais savoir avec toi si, dans cette histoire de colonisation, il n'y a pas aussi le fait de penser que, comment t'expliquer ça? J'ai toujours l'impression qu'aujourd'hui, on n'en veut pas tellement aux civilisations ou aux nations parce qu'elles ont colonisé, on leur en veut en fait d'avoir été fortes et d'avoir gagné. C'est qu'en gros, pour moi, toutes les civilisations, toutes les nations qui ont été en position de coloniser l'ont fait à un moment ou à un autre. Mais on en veut à ceux qui ont gagné et on valorise et voire même comment dire, on met sur un piédestal de vertu ceux qui ont perdu. Mais en fait, ils étaient pas plus vertueux, ils étaient juste plus faibles en fait.
Oui, Est-ce oui, qu'il tout n'y a à pas un fait. peu de ça aussi dans cette espèce de moraline autour de la colonisation? Parce que tous les peuples ont colonisé, en fait, hein. Enfin, tous ceux qui ont été forts à un moment ou à un autre dans l'histoire. L'histoire est longue. Bien sûr. Et même les faibles ont colonisé, tu sais, parce que tu as des colonisations qui ont été faites de manière un peu créative, hein. Tu sais, tu as tu as au Vietnam, le Vietnam a colonisé par exemple, Saigon, c'était une ville cambodgienne au début. Et les Vietnamiens ils ont commencé à envoyer les SDF, tu sais, les MNA du Vietnam, tu sais, tous les déshérités, les paysans sont commencé à envoyer. Et à un moment donné, ils avaient une masse critique et puis ils ont pris Saigon au Cambodge et qui est devenu une ville vietnamienne. Euh, Au fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a colonisé. Bah, tu vois, l'Afrique du Nord est une colonie arabo-musulmane, hein. Je veux dire, le peuplement de base, ce sont les Berbères. Berbères, Complètement. mélangés un peu à des Vandales, tout ça, mais bon, Berbères. Tu vois, ce sont, on va dire, les premiers enfants de cette terre-là. Mais ils sont colonisés par le monde arabe et qui leur a apporté l'islam, qui leur a été aussi imposé. Mais ça, justement, André, c'est un truc, pardonne-moi, je voudrais placer une Ouais, parenthèse. J'ai ouais, toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, au Maghreb, ils en veulent quand même. Puis même ceux ouais, qui sont français, qui ont des origines au Maghreb et qui vivent avec nous ouais. aujourd'hui, ils en veulent toujours beaucoup aux Français qui sont finalement restés peu de temps, mais ils en veulent jamais, en fait, comment dire, à la civilisation arabo-musulmane qui les a colonisés pendant beaucoup plus longtemps. Est-ce que tu es arrivé à résoudre cette énigme? C'est assez compliqué, au fait. C'est compliqué. Ils en veulent pas du tout aux Turcs. Ouais. Resté 300 ans en Tunisie, en Libye, en Algérie. Ils ont failli prendre le Maroc, ça s'est joué à très peu. Alors, les Turcs, ils ne leur en veulent pas. Ouais. Ouais. Alors, je n'ai pas vraiment la réponse à ta question parce que, au fait, il y a on ne connaît pas ce qui s'est vraiment passé entre l'arrivée des Arabes et le 11e, 12e siècle au Maghreb. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Les siècles obscurs du Maghreb. C'est un Français qui s'appelle Gauthier, qui a travaillé en Algérie dans les années 30-40, un géographe. Lui, il a apporté des réponses, mais bon, encore pas complètes. On ne sait pas trop. On a quelques idées parce qu'il y a là aussi un narratif. On nous dit Moulay Idriss, c'est ça que je m'appelle Idriss, Moulay Idriss, appelé Idriss Ier, a quitté le Moyen-Orient parce qu'il a été persécuté. Il était musulman, mais d'autres musulmans l'ont persécuté. Il s'est réfugié près de Fès chez des Berbères qui se sont convertis spontanément à l'islam, direct, qui lui ont donné une fille, qui s'est mariée. Et lui, il a fondé la première dynastie musulmane du Maroc, les Idrissides, et qui nous ont fondé Fès. On est en 820, 830. Et après, voilà, tout ça, les Berbères sont devenus arabes, sont devenus musulmans, et tout le monde est parti en Espagne, faire l'Andalousie. Non, ah, ça, c'est la légende. Donc, mais pour pas te laisser sur ta faim, moi je pense qu'il y a le facteur islamique, au fait, la religion musulmane a finalement a une grande force spirituelle et j'ai l'impression que les Berbères, finalement, ils ont beaucoup apprécié l'islam. On voit ça aussi en Afrique noire. Et j'ai l'impression que pour eux, l'islam a été un vrai plus, un service rendu qui Hmm. complémente leur civilisation. Le berbère a continué à être berbère. D'ailleurs, parfois, il a continué à appliquer un droit qui n'est pas la charia. On appelle le Hmm. droit coutumier, qui n'a rien de charia, mais bon. Euh, mais en plus, il a mis l'islam, mais vraiment Ouais. sincèrement. Ouais. Et tu vois, là, les Noirs d'Afrique aussi, parfois, tu as du mal à comprendre. Le mec, il a reçu l'islam par l'esclavage, donc il était l'esclave, enfin, son ancêtre. Et le gars, il est content d'être musulman. Tu dis, mais au Ouais. fait, souvent, ils ont vu dans l'islam des choses que nous, les Arabes, on ne voit pas forcément. Parce que pour nous, c'est évident. Bon, Hmm. donc c'est l'explication que je peux te. Et puis, il y aurait une autre explication, c'est que finalement, les Berbères du Maghreb, donc l'essentiel de la population du Maghreb, ils ne se sentent pas colonisés. Parce que déjà, l'islam, je te dis, ils le voient positivement, mais en plus, ils se sont vengés sur l'islam. Ils se sont vengés sur on va dire, sur la colonisation arabe parce que ils ont créé une nouvelle civilisation Hmm. qui est une métisse au fait. C'est créole au fait. Là, il faudrait vraiment faudrait passer quelques temps à utiliser ça, à étudier ça. C'est un peu comme le Brésil, si tu veux. Si tu veux que, par exemple, moi, je suis arabe, officiellement.
Il faudra voir l'ADN. Mais je parle pas l'arabe classique. Enfin, on me l'a appris à l'école. Mais dans mon quotidien, je parle un arabe qui est largement infusé de berbère. Ouais, Il n'y a aucun Marocain, Algérien, Tunisien qui parle dans le quotidien l'arabe classique. Même ouais, les Arabes. Donc je me dis, qui colonise qui? Moi je me dis. ouais, complètement. Tu vois, c'est un peu les berbères qui ont. Parce que, au fait, on a, comment on dit, on a coupé la poire en deux. Les Arabes, nous, on a imposé aux berbères l'islam et eux, ils nous ont imposé une espèce de langue un peu. Leur langue, on va dire un syncrétisme. Tu vois? Ouais, ouais, Ça nous a rendu d'ailleurs un peu plus cool quand tu vois les Maghrébins comparés à certains Pakistanais, Bangladesh ou même au Moyen-Orient. Je généralise, je n'ai pas le droit, mais on est quand même. Tu vois une flexibilité qui est propre aux métis. Hein. Il y a un ouais, métis dans le Maghreb quand même, tu vois. Nous avons ouais, nos fanatiques, mais quand même, c'est ce qui rend le Maghreb tellement sympathique pour les Français. ouais, Parce que complètement. tu sens un truc. Mais bon, je marche sur un terrain qui n'est pas très, qui est un peu mouvant parce que j'ai pas trop étudié ça, mais je pense que ça se joue là-dedans. C'est très, Ouais, je comprends. tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je pense que les Berbères ont rendu le coup, quoi. Tu vois, ils ont bien brisé les Arabes, tu vois? complètement. J'ai l'impression. Et il y a un des points qui est particulièrement, je trouve, explosif dans ton livre. Parce que en fait, ce que tu fais, c'est que tu nous expliques que finalement, avant la colonisation, parce que dans la fable dont tu nous parlais, souvent on nous dit avant la colonisation, tout était idyllique, on était dans des sociétés paisibles, harmonieuses, ordonnées. Là-dessus, les Français seraient arrivés, auraient imposé la violence, la ségrégation, la domination, etc. Et tu nous dis, attendez, oui, la colonisation française a été violente, mais c'était pas non plus idyllique avant qu'ils arrivent non plus. Loin de là, nulle part la France a trouvé un paradis, mais nulle part, Ouais. nulle part. Elle a trouvé, on va dire, deux à trois pays où il y avait, on va dire, la France a dérangé deux pays. Elle a dérangé Madagascar, elle a dérangé le Vietnam. Mm. Madagascar est d'abord une colonie, tu vois, Madagascar. Ce ne sont pas des Mm. Noirs, ce sont des Malais. Mm. Au fait, et à Madagascar, tu as un plateau central qui est élevé et tu as des plaines côtières. Les plaines côtières sont des Noirs d'Afrique, des Kéfirs, bon, peu importe, des Noirs d'Afrique. Donc vraiment, plutôt proche des Éthiopiens, tu vois, proche des Mozambicains, tout ça, voilà. Et tu as au Ouais. milieu, tu as des Malaisiens, donc qui parlent une langue qui n'est pas africaine, la peau, c'est pas la même. Ces gens des Malaisiens sont venus de. Voilà. Et ce peuple-là, peu importe le nom, on va pas. Il est en train de créer un État-nation qu'il commandait lui, et il est en train de l'imposer au peuple des périphéries, des plages, tu vois. Mm. Et là, avec une dynastie, une société de classe, un truc, j'allais dire bien fait. Enfin, tu vois, que nous, Européens, on peut comprendre facilement, tu vois. Et la France a bloqué ça. Ouais. Elle a déposé je crois elle a tué la reine, voilà. Et on a déposé ça, on a mis une administration coloniale, tout ça. Je pense et au Vietnam, il y avait un État structurel avec ils avaient leurs énarques qu'ils appelaient les mandarins. Donc ils prenaient des gars du peuple pauvres, ils leur mettaient des concours, tu sais, les classes prépa, les concours, là, un truc des concours de dingue. Hein. Et les meilleurs devenaient mandarins et conseillaient le monarque. Et bon, voilà. Ouais. Et le Vietnam est en train de s'imposer. On appelle ça à l'époque, on appelait ça l'ANAM, mais peu importe. Le Vietnam est en train de créer son État et qui allait même bouffer le Cambodge et le Laos. Et la France a Ouais. bloqué ça. Mais ailleurs, je ne dis pas que dans les deux pays, ça allait bien. Il y avait de l'esclavage, il y avait du. Mais bon, disons qu'il y avait un processus civilisationnel très intéressant, politique, que la France a bloqué. Mais ailleurs, Maroc, c'était un coupe-gorge. Ce Ouais. qu'on dit le sultan du Maroc, la monarchie, bon, très bien. Ça existe depuis l'an 820. Il y a peu de pays qui ont une histoire qui remonte à l'an 820. Ouais. Très bien. Mais le roi du Maroc, il contrôlait même pas Fès, sa capitale. Mm. Le roi du Maroc n'arrivait pas à aller de Fès à Marrakech. Il fallait qu'il fasse un grand détour. Tu te rends compte, le roi du Maroc? Ouais. Parce que c'était les tribus étaient en rébellion, mais sur des dizaines d'années. L'Algérie avant la France, c'était la Turquie. Les Turcs,
ils avaient ils ont détruit, enfin, ils ont détruit. Ils ont bloqué l'Algérie, au fait, parce qu'ils ont monté les Algériens les uns contre les autres. Parce que Ouais, eux aussi, ils ont fait du low cost. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené, quand les Français sont arrivés en Algérie, il y avait 5 000, 6 000 soldats turcs. Pas beaucoup, hein, ouais, pour un pays comme ça. Ce que faisaient les Turcs, ils prenaient certaines tribus, qui s'appellent les tribus Marzen. Tu vois, ils prennent la tribu A et la tribu B. Ils lui disent, toi, je t'aime bien. Toi, tu ne paies pas l'impôt. À vie. Tu te rends compte, tu ne paies pas l'impôt. Par contre, toi, tu vas surveiller C et D. ah ouais, ok, Et tu le castagnes pour moi. Et tu me prends l'impôt et tu me le donnes. Comme ça, le Turc, il sortait pas d'Alger, si tu veux. ouais, Et voilà. Donc, les Algériens opprimaient les Algériens. ouais, Donc, ça tue un pays parce que voilà, tu vois, ça crée un état de guerre civile perpétuelle. Le monde noir, je te dis même pas, tu avais l'esclavage des Noirs par les Noirs. Alors là, il y avait plusieurs formes d'esclavage. Tu avais les guerres civiles, donc tu avais partout une espèce très sincèrement, on va le dire, c'était les ténèbres. Hein. Et ouais. je dis, c'était les ténèbres. Ce que la France a apporté, elle a disons elle a bloqué les trucs les plus scandaleux. Tu vois, l'esclavage. Il y avait l'esclavage au Maroc, tu vois, jusqu'en 1912. À Marrakech, il y avait un marché aux esclaves en 1912. Hein. Ça, c'est peu connu, c'est-à-dire que la France a aboli l'esclavage dans ces endroits-là, parce qu'on souvent, tu sais, la figure du blanc aujourd'hui, c'est le blanc esclavagiste, dominateur, impérialiste. Non, là, tu nous dis dans le livre, non, les blancs sont arrivés justement, ils ont arrêté, ils ont interdit l'esclavage. L'esclavage en Algérie, ils l'ont interdit en Tunisie. Il y avait l'esclavage il y avait plus de Noirs, mais tu avais l'esclavage de femmes géorgiennes qui sont jolies apparemment, donc qui étaient utilisées pour des concubinages au Maghreb. Toute la société, les sociétés africaines étaient largement esclavagistes. Ouais. Ah, nous, on voit l'esclavage comme dans les films américains, avec le fouet. Non, il y avait ça. Mais Mm. il y avait aussi ce qu'on appelle l'esclavage domestique, c'est-à-dire que les bébés naissaient, tu nais, et on te dit, voilà ta maman. Ton papa, parfois, il n'existait pas, tu ne le connaissais pas, la maman ne le connaissait pas, parfois, elle le connaît. On te dit, voilà, papa, maman. Et by the way, on est esclave chez Mamadou. Ouais. Tu appelles Mamadou, tu vas l'appeler papa. Ouais. Tu l'appelles papa, mais tu hérites pas de lui et tu travailleras pour Mamadou et pour les enfants de Mamadou. Ouais. Et il peut te vendre. Alors, Ouais. mais, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était pas. Par contre, il te devait un niveau de protection. Mm. Par contre, tu avais de l'esclavage hardcore, on va dire, je m'excuse d'utiliser l'anglais, où les Arabes, ils prenaient les Noirs et ils les castraient. Ouais. Il y avait un tel niveau de racisme qu'ils ne voulaient pas que les Noirs se reproduisent. Ouais. Donc, bon, mais là, bon, si on rentre là-dedans, on va partir très loin. Donc, la France a Ouais. bloqué ça. Et, alors, pourquoi elle a bloqué ça? Par moralité, voilà. Il y a le côté moral, mais il y a aussi le côté, la France, elle était porteuse de la modernité, donc du capitalisme. Ouais. Quand tu enlèves l'esclavage, qu'est-ce que tu crées? Tu crées le CDD, CDI. Ouais. Donc, C'est tu crées clair. l'école. Voilà. Quand tu crées l'esclavage, quand tu enlèves l'esclavage, qu'est-ce que tu crées? Tu crées le salaire, parce que l'esclave n'est pas payé. Le salaire, ça veut dire la monnaie. Le franc Mm. CFA, le franc. Donc voilà, c'est vrai que, mais moi dans ma vie aussi, quand je donne l'aumône à un SDF, par exemple, bah, ce n'est pas que le côté noble. Je m'attends à ce qu'il me dise merci. S'il ne me dit pas merci, je me dis, ah, salaud, il ne m'a pas dit merci. Ah, comme Ouais. ça, tu Ouais. vois, et ma conscience, elle est flattée. C'est comme ça. Ouais. Il faut un discours moral, mais il faut pas non plus condamner les pays pour défendre leurs intérêts. La France, par exemple, et là, c'est ça tu as très vite, tu as eu des grands Français qui ont dit, on ne peut pas laisser les Noirs mourir par la maladie du sommeil ou la peste. Ce qui- Et, euh, et la bureaucratie française a dit non, on n'a pas d'argent, démerdez-vous, on n'a pas d'argent. Et ben, tu as des mecs qui ont sacrifié leur carrière pour sauver les Noirs. Mm. Et ils ont créé, par exemple, euh, ils ont compris qu'il fallait aller dans la brousse, aller voir les gens avant qu'ils viennent vous voir à l'hôpital. Ouais. Sauf que l'administration disait non, nous on fait un hôpital central, tu vois, à la parisienne centrale, et le noir il arrive, il fait 300 km, le mec il arrive, déjà 300 km sans route, t'es mort déjà, à 45 degrés de fièvre, tu vois. Et là on le soigne.
Et les mecs ont dit, mais non, il faut mieux aller les voir. Donc, ils ont créé des colonnes mobiles sanitaires. Ouais. L'administration les a punis. Dégradés, pas de carrière, tout ça. Tu as Ouais. des mecs qui sont à Madagascar et des mecs, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Dumas, ou je sais plus. Il s'est injecté le vaccin de la peste lui-même, hein. Ah ouais. Ouais, en 32, ouais, il l'a inventé à Madagascar. Il a dit, ouais, je le mets boum, sur moi. Tu as le traitement de la lèpre. Hmm. J'ai oublié le nom, ça fait longtemps que j'ai écrit le livre. Il y a eu des gros progrès sur le traitement de la lèpre en Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est à Bobo Dioulasso. Ils ont mis un pôle. Tu vois, c'est là que c'est difficile on dit la France a fait. Tu vois, mais en fait, ce sont quelques Français qui ont parfois forcé la France à faire. Ouais. Parce que c'est comme ça, l'administration, elle peut te broyer comme elle peut t'aider. Enfin, Ouais. euh, et- Et justement, parlons-en parce qu'il faut en parler. Et justement, qu'est-ce que la France a fait de véritablement, c'est-à-dire des choses vraies, mais qu'est-ce qu'elle a fait justement qui est aujourd'hui objectivement quand même moralement condamnable? ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Je note parce elle a tellement fait de choses qu'il faut que je note. Euh, Moi, je pense que le plus simple à expliquer, c'est le choix du faire de low cost, c'est-à-dire qu'elle a dit, j'ai pas d'argent, Ouais. donc vous allez vous démerder tout seul, je ne vais pas vous éduquer. Donc, elle n'a pas éduqué. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, à la limite, je veux bien éduquer quelques gosses de riches, quelques gosses des élites locales qui ne me combattent pas parce que, bon, ils vont être mon relais dans la population. Tu Hmm. sais qu'au Maroc, les musulmans n'avaient pas le droit d'aller au lycée, hein, jusqu'en 45. Ouais. Donc, ils n'avaient pas le droit de faire le bac. Voilà. L'argent que Paris envoyait pour faire les classes musulmanes en Algérie, les mairies pieds noirs, certes, voilà, une bonne partie le détournaient, hein, parce qu'ils ne voulaient pas que les pieds noirs, que les Arabes soient éduqués. Tu vois. Ouais. Les Vietnamiens, mais ils ont fait des batailles contre la France, enfin des batailles, des polémiques, des lettres pour dire, mais bon sang, éduquez nos gosses. Parce que les Vietnamiens, ils ont une culture du mandarin, du confucianisme, où il y a beaucoup d'éducation. Quand on voit pardonne-moi, j'y pense Allez, quand je t'écoute dire ça, mais quand on voit les pseudo-rebelles en plastique de banlieue qui veulent pas aller à l'école aujourd'hui, s'ils connard, mais savaient que c'est, ouais, c'est vraiment des imbéciles. Quand tu vois ce que nos parents, nos grands-parents ont lutté voilà, pour avoir, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, hein. Les ouais, Vietnamiens, ils ont beaucoup critiqué la France parce qu'ils voulaient envoyer leurs gosses. Et la France disait non, non. Parce qu'en fait, la France, elle a fermé les écoles vietnamiennes. Je crois qu'elle a même interdit ces écoles-là, qui étaient des écoles d'excellence, hein, aux méthodes, tu vois, des trucs japonais, asiatiques. Et elle a mis beaucoup de temps à les rouvrir. Et en fait, ouais, à ouvrir l'enseignement français européen aux Vietnamiens. ouais, Voilà. Donc ça, on peut critiquer. Voilà. On peut dire la même chose aussi de la santé, de l'hygiène. Bon, je te dis pas. Elle a fait le gros, les épidémies, les vaccins, mais quand même, il y avait beaucoup de typhus encore, voilà, tu sais, tu avais pas beaucoup d'hôpitaux, tout ça. Euh, Ça, c'est, on va dire. Après, tu avais tout ce que j'appelle les crimes administratifs, c'est-à-dire que euh, l'administration, si tu veux, on lui a donné une carte blanche, mais aussi des missions impossibles. C'est-à-dire que le préfet là-bas, par exemple, il pouvait être juge et procureur. Donc le hmm, mec, il t'aime pas, eh ben, il te dit bah, je t'aime pas et je te casse la gueule. ouais, Voilà, tu vois, et je te mets en tôle. ouais, Le mec, il est juge, procureur, voilà. Et ouais, il gère les prisons en même temps. Donc, il y a eu beaucoup d'abus. Mais en même temps, ce préfet-là, l'administration lui dit, écoute, mon gars, je t'envoie pas beaucoup d'argent. Donc tu te hmm, démerdes et tu me ramènes, si tu veux, tu loues les terres à des concessions privées, à des privés qui vont faire des trucs. ouais, Donc en Centrafrique, par exemple, au Congo, on a loué, on appelle ça les concessions. On a loué à des capitalistes, on leur a donné des pans de forêt entiers pour ouais, faire du caoutchouc, voilà. Donc imagine, tu leur donnes un département, tu te dis, je m'en fous comment tu fais, tu me donnes tant à la fin du hmm, mois. Ben, déjà, le mec, il est un peu raciste parce qu'on est en 1900, on n'est pas en 2025, ouais, hein. Le mec, il est un peu raciste. Euh,
il a acheté le truc, donc il faut qu'il te donne l'argent, sinon il va le perdre. Ben, il met des contremaîtres complètement dingues, des sadiques, des pervers, parfois des noirs, hein. Mais peu importe, ils travaillent pour la France, qui te prennent les noirs et te disent les mecs, soit tu me donnes chaque mois truc, ou je te coupe la main. Ouais. Il y a eu beaucoup d'abus, Mm. beaucoup d'abus, beaucoup d'abus. Après, c'est là qu'on voit la France et la France. Quand ça remonte à Paris, au Parlement, le Parlement, il crée le scandale et on l'arrête. Ouais. Tu vois, c'est pas un pays nazi, mais Ouais. ça a mieux. Bon, ça fait Ouais. une belle jambe au gars qui a perdu une main. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, crime administratif, c'est le Congo océan. Là, il faudrait faire un film. C'est Ouais. une ligne de train. Bon, je vais essayer de la raconter rapidement. Paris dit au gouverneur du Congo, Brazzaville, parce qu'il y a le Congo belge et le Congo, et lui dit, mon gars, j'ai honte parce que les Belges, ils ont fait un chemin de fer entre la côte et l'intérieur de la forêt. Et donc, ils font du business. Et nous, on est juste en face, de l'autre côté du fleuve Congo. C'est la rive sud, c'est la Belgique, et la rive nord, c'est la France. Et Ouais. nous, on n'est pas foutu de faire la même chose, mais t'es nul. Bon, le mec, il dit, OK, on fait le truc. Donc, ils font un appel d'offres, un appel d'offres, c'est un grand projet. Plusieurs boîtes gagnent l'appel d'offres, notamment des boîtes parisiennes, des Batignolles. Ils vont là. Mais tu sais, le problème, c'est que on creuse pas la région parisienne, hein. Tu fais un train dans une forêt marécageuse Ouais. en 1920. Et donc, c'est très difficile. Donc, tu creuses à main nue parce qu'on n'avait pas les hélicoptères et les drones et les caterpillars. Ouais. Un peu de dynamite et voilà. Et c'est vraiment, c'est pourri. Ça s'appelle le Mayombe. C'est magnifique, mais t'arrives, c'est le marécage, t'as une forêt presque entièrement forestier, et puis t'as une montagne dans la forêt. Donc ça Mm. glisse. Donc les mecs qui Ouais. voulaient mettre les chemins de fer, ils ont glissé. Ils ont été écrasés par des trucs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les entrepreneurs français, sous le contrôle de l'administration française? Ils avaient la pression. Ils ont dit, l'administration a dit aux entrepreneurs, pourquoi ça prend du retard? Mais qu'on dit, bah attends, les blancs ils meurent et les noirs ils meurent. Oui, ils s'enfuient, ils ne veulent pas travailler. Très bien, je t'en amène. Ils sont partis chercher des noirs au Tchad. Mais genre, le chantier au Portugal, sont partis chercher des Polonais, quoi, tu vois. Ouais. Les mecs du Tchad, ils mangeaient pas ce que bouffaient les mecs du Congo. Genre, au Tchad, ils mangeaient du poisson séché. Ouais. Ils arrivent au Congo, ils mangent, je sais pas, je dis n'importe quoi, de l'arachide. Mais tu as eu une mortalité de dingue. Ouais. Bien sûr. Privés de leurs femmes, de leurs enfants, isolés, parce que tu es dans la forêt, hein. Euh, les, les gars du Congo, ils traitaient les gars du Tchad comme des sous-hommes. Parce que pour eux, ce n'étaient pas des hommes, c'est une autre ethnie. Donc, Ouais. il a fallu, je crois qu'il y a eu quand même plus de presque 27 000 morts quand même, Ouais. pour C'est que ça énorme. remonte à Paris et qu'on commence à s'en... Et là, on a changé les chefs et tout ça, et on a comment... Et au fait, bon, tu vas rigoler, mais l'histoire est faite comme ça. Les mecs, on leur a dit, très bien, on vous amène vos femmes. Donc, ils leur amenaient leurs femmes, et les femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont fait des villages. Donc, Ouais. elles ont débroussé la forêt vierge, elles ont mis les fruits que les mecs, ils aimaient. Ouais. Les fruits, les trucs, la bouffe, les enfants, et le village, il avançait avec le chemin de fer. Pour terminer l'histoire, ça a été prêt en 1928. Non, en 30, peu importe, 28, 29. Qu'est-ce qui s'est passé en 29? Le choc de Wall Street, le crash de Wall Street. Ouais. Donc, le commerce mondial s'est craché la gueule. Ouais. Donc, finalement, on n'a pas eu de clients pour le Congo Océan. Donc, on a tué 27 000 personnes, on a mis un fric de dingue. Ouais. Mais comme je C'est dis, fou quand même. parce Ouais. qu'on n'est pas un pays capitaliste. Ouais. C'est autre chose, notre truc. Ouais. Donc, là, effectivement, il faut qu'on dise c'est pas bien. Voilà, les conneries ont eu lieu, les bêtises ont eu lieu, ça a été commis. Mais tu vois que la France déconne à fond. Mais quand elle se ravise, il y a eu et ça, c'est archivé, c'est pas. Mm. Il y a eu la mortalité, elle a été, voilà. Mm. Ils ont mis des médecins, ils ont mis des dispensaires. Euh, Ouais. Mais ce que tu montres quand même dans ton récit, c'est qu'effectivement, ce que tu montres dans ton récit, c'est qu'effectivement, on voit que la France était quand même une puissance et que du coup, elle a fait des choses, mais on voit que quand même le racisme, c'était quelque chose qui était toléré entre tribus, qui était aussi pratiqué par les Français, évidemment, hein, mais je veux dire, c'était un racisme parmi tant d'autres, on va dire, le racisme français. C'est juste que
bah, la France, c'est pas le Congo ou le Tchad. C'est-à-dire que c'est une puissance, voilà, c'est un rouleau compresseur en fait. Et c'est vrai que le rouleau compresseur, quand il se comporte aussi mal que les autres, bah, ça fait peut-être un peu plus mal que d'autres nations. C'est peut-être ça aussi un peu, non? Bah oui, alors avant que j'ai oublié les crimes de la France en Algérie, mais bon, tu peux les Ouais, ouais, imaginer. vas-y, vas-y, Voilà, vas-y. parce que c'est euh, en Algérie, si tu veux, il y a eu trois grands crimes. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de mythes là-dessus, mais c'est très important. Tu vois, Ouais. pendant la conquête, on a envoyé des militaires qui venaient de faire la conquête de l'Europe avec Napoléon, qui Mm. sont très mal comportés en Espagne. Tu sais que la France a colonisé l'Espagne, ils s'en souviennent jusqu'à maintenant. Tu Ouais. sais, le tableau de Goya, là, qui est exposé, je ne sais, peut-être à Madrid, où on tue les Espagnols, on les fusille. Voilà. Donc, on n'a pas envoyé des humanistes en 1830. Mm. Ouais. Parce que, on est en 1830, on n'est pas en 1930 déjà, ou en 2030. Voilà. Donc, et les Algériens savent se battre. C'est un peuple fier. C'est pas une légende. Les mecs sont bons. Mm. Donc, les militaires, ils ont dit, OK, on va faire des. Ils ont compensé par la brutalité. Ouais. Beaucoup de brutalité. Donc, il y a eu beaucoup de brutalité. Mais le plus simple à comprendre, c'est qu'ils piétinaient les récoltes. C'est très simple. Parce que pour tuer une tribu arabe, parce qu'il n'y avait pas d'armée algérienne, il y avait des tribus. Chaque tribu est une milice armée. En plus d'être un petit peuple, avec Mm. voilà, les paysans, mais tout le monde est militaire dans une tribu. Le paysan, il est paysan, mais le soir, le week-end, il est militaire. C'est ça Ouais. la tribu. Bah, quand tu veux aller au plus vite, qu'est-ce que tu fais pour tuer la tribu? Soit tu tues chacun, soit tu piétines leur récolte. Tu sais qu'à la récolte, dans 3 mois, les mecs ils vont mourir de faim. Et Mm. là, tu tues. Voilà. Ça, c'est les crimes de la colonisation, de la conquête. Après, il y a eu d'autres crimes qui sont plus indirects. C'est ce qu'on appelle la spoliation foncière. C'est-à-dire que quand la gauche a pris le pouvoir en France en 1871, parce qu'il y a eu la chute de l'empire de Napoléon III, et la gauche a pris le pouvoir. Et elle a envoyé les pieds noirs. Il y avait déjà des pieds noirs, mais là, elle a mis le paquet. Les pieds noirs, ils arrivent là-bas, pas pour faire du tricot. Ils viennent faire fortune. Mm. Et on leur a dit que c'était des terres agricoles. On leur a vendu le mythe. On leur a dit, c'est comme, on leur a dit, c'est la Californie. Hein. Vous allez faire du tabac, du coton, vous allez faire. Alors, donc les mecs, ils disent, on veut des terres. Qui avait les terres? Les tribus. Que fait la gauche? Elle fait la spoliation frontière des tribus. Elle les pousse vers le désert et vers les hauts plateaux. Là, on a désaxé le peuple algérien. Ouais. Parce qu'on l'a privé de. Parce que les tribus, si tu veux, c'est pas des gens très productifs. Parce que c'est des semi-nomades, tu vois. Donc c'est vrai Ouais. que d'un point de vue capitaliste, tu vois, tu as 1000 hectares. Le français, le mec, il arrive du Languedoc. Il dit, ici, moi, je vais faire 10 000 litres de vin par mois. Et l'arabe, il dit, mais non, mon gars, moi, ici, moi, je vais faire. On fait rien, on fait autre chose, parce que c'est pas le même truc. Bah, Ouais. effectivement, on a chassé les Arabes. Ouais. Ça, c'est très grave. Et les troisièmes crimes, c'est pendant la guerre d'Algérie, où là aussi, nous avons été dépassés par le FLN qui était ultra violent. Mm. Ah, c'est Daesh. Moi, je le dis, hein, je l'assume. Le FLN, c'était Daesh. Daesh. Qu'a fait l'armée française? Une partie de l'armée française, pas toute, bah, elle a torturé. Mm. Il y a eu beaucoup de crimes. Et puis, il y a eu une pratique qui est vraiment très, très difficile à admettre, si tu veux, même à justifier. Ils ont dit, puisque on n'arrive pas à contrôler les campagnes, on va déplacer les villageois dans des villages militaires. Donc, toi, tu vis à Mareuil-sur-Brie. La France te dit, tu fermes ton village, tu vas à la caserne 2204 Ouais. et le jour, tu travailles ton champ, tu te démerdes, tu trouves un champ, et la nuit, tu dors dans la caserne et tu as des Français qui te surveillent. C'est vrai que là, tu tiens un carreau, Ouais. mais tu n'as plus de vie, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Et tu perds tes vaches, tu perds. Voilà. Bon, ça, c'est l'Algérie. Donc, ça a existé. Mais j'insiste, hein, le, le FLN, c'était Daesh en Mm. même temps. Et le FLN a tué. Ça, c'est très important. Il a tué plus de musulmans que d'Européens. Ouais. Parce que il a tué plus de musulmans que d'Européens. Ouais. Bon, donc ta question c'était sur le racisme. Bah, en fait, tout le monde est raciste. Tous les peuples sont racistes. Tous les peuples sont racistes. Le problème, c'est que les Français l'ont oublié. Les Ouais. Français,
Français l'ont oublié. Ils ont oublié que l'Afrique noire est raciste, que le Maghreb est raciste, que l'Asie est raciste. Et les Français, effectivement, sont moins racistes, je pense, aujourd'hui que d'autres peuples. On parle au jour d'aujourd'hui, hein. Euh, il y a un truc très important. Le racisme était plus fort en Algérie qu'en France, au Maroc qu'en France, en Indochine qu'en France. Par exemple, qui nous le dit? Ce sont les étudiants vietnamiens qui vont à Paris ou noirs qui vont à Paris. Ils vont étudier à Louis le Grand, tu vois, la grammaire. Ou les Noirs et les Indiens chinois, ils faisaient beaucoup de médecine. Ouais, Le mec, il arrive à Paris, il voit un blanc, il se cache. Il voit un flic, il se cache. Mais pourquoi? Parce qu'il prenait des coups dans son pays d'origine. ouais, Mais à Paris, les blancs les traitaient bien. ouais, Genre, ils étaient admis en boîte de nuit, au café. Les profs de la Sorbonne, ils les invitaient manger à la maison. Et au fait, c'est là tu as le noir, il se sentait plus à l'aise à Paris qu'en Afrique. ouais. Et d'ailleurs, les soldats noirs américains nous l'ont dit quand ils sont venus en France en 14-18, en 39-45. Ils ont dit, mais pourquoi les blancs français nous traitent bien? Hmm. Tu vois, le racisme, et c'est le problème de l'homme blanc aujourd'hui, c'est qu'il arrive, en général, même les Anglais, tout ça, c'est que euh, il a fait des grands progrès moraux, mais il les retourne contre lui-même. Au fait, nous devrions être fiers de ne pas être racistes. Mais en Hmm. fait, nous sommes devenus honteux d'avoir été racistes. Ouais. Il faut dire, ouais, attends, mec, nous avons été racistes, on l'a dépassé, il y a toujours du racisme, c'est sûr, en France aussi, bien sûr. Parce que la nature humaine, elle est imbécile. Enfin, on est comme ça. Attends, tu sais que nous, on est fait pour se tuer avec des mains. L'être humain est fait pour tuer. Hmm, hmm. Donc, on est programmé pour être raciste parce qu'il faut des motifs pour tuer, pour être fanatique, pour être. Voilà, on est con. Enfin, on n'est pas que con grâce à Dieu, mais on est. Gars, si je sais que tu me comprends, mais ceux qui ne me croient pas, ils n'ont qu'à regarder un match de foot, hein. Tu vois que le pote, hein, les hooligans, les supporters, tu es très proche de ce que je viens de dire. Euh, et nous, l'homme blanc, au lieu d'être content de son progrès moral, il l'a retourné contre lui. Parce que les Turcs n'ont pas fait le travail que vous avez fait. De dire, on a déconné dans les colonies, nous avons. Tu vois, les Turcs, ils ont pas reconnu leurs crimes en Algérie. Ils en ont commis quand même, tu vois, ou en Égypte ou ailleurs. Et c'est ça, et je trouve que la gauche va encore plus loin en ce sens qu'elle comprend pas que c'est la civilisation qui nous a rendus moins racistes. Et elle accuse au Exactement. contraire la civilisation justement de nous rendre racistes et d'avoir fait ce qu'elle a fait. Mais non, c'était une étape de la civilisation qui nous a amené vers l'étape vers laquelle on est aujourd'hui et qui fait qu'on est effectivement beaucoup moins raciste. Même si je suis d'accord avec toi, le racisme persiste, Bien ça sûr, bien reste sûr. compliqué, mais c'est vrai qu'on est quand même en France, je pense, un des peuples les moins racistes Bien du sûr. monde quand même. Bien sûr. Bah oui, et on est beaucoup moins raciste que les peuples anglo-saxons et allemands. Mm. Ouais. Alors qu'on nous traite comme des nazis. Non, on n'est pas coupable de ces crimes-là. On a fait d'autres conneries, on a fait d'autres bêtises. Mais on n'a pas cette obsession raciste. C'est vrai qu'on est plus raciste que les Portugais et les Espagnols. Bon, les Mm. Portugais, c'est des chauds lapins, hein. Aux colonies, je vais te dire, ils préféraient les femmes noires aux femmes blanches. Moi, j'ai vu même au Mozambique. Hein. Au Mozambique, tu as des filles superbes. Et tu lui dis, c'est qui ton papa? C'est José. Le mec est un Portugais, il fait 1,50 m. Sa mère est une très belle noire. Bon, ça a donné le Brésil. C'est que les Portugais se mélangeaient. Les Ouais. Français, pour terminer, peut-être qu'on peut parler sur une note un peu plus anecdotique. Les Français, ils ont flanché pour les Asiatiques, hein. Ouais. Ah, les mecs, ils étaient dingues des Indochinoises, hein. Là, ils sont tombés. Après, il y a eu un peu moins les Noirs, même s'il y a eu beaucoup de mariages mixtes, et les Arabes étaient des femmes interdites, hein, Ouais. pour les Blancs, qui avaient le fantasme de la beurette, hein. Bon, ils disaient pas beurette à Ouais. l'époque, mais dans cet ordre-là, en Indochine, c'était un truc de dingue, hein. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'orphelins, parce Ouais. que les hommes blancs en général, ils voulaient pas garder les enfants, Ouais. enfin, les reconnaître. Et les Indochinoises, parfois, avaient du mal. Donc, et les chrétiens ont créé des ordres religieux pour récupérer les métis. Il y a eu beaucoup de problèmes avec, enfin, beaucoup de malheurs, tu vois, beaucoup de jeunes métis franco-vietnamiens, voilà, complètement. Mais en fait, c'est la civilisation
C'est quoi la civilisation? C'est la civilisation qui nous a rendus moins racistes. C'est quoi la civilisation? C'est un travail collectif qui est lent et qui est chiant. Moi, je ne peux pas être civilisé tout seul. Toi non plus. C'est un truc collectif. C'est l'église, c'est la République, c'est la police, c'est ta maman, ton papa, ton grand-père. Et ça prend du temps. Parce que Ouais. c'est comme un PC que tu mets à jour tous les jours, hein. C'est pas, tu ne télécharges pas Windows, hein, dans l'être humain. Tu mets du temps, hein. Et ça nous a rendus moins racistes, même si nous resterons toujours racistes, parce que le racisme fait partie de la nature humaine. C'est comme ça. C'est comme nous regardons une jolie fille en bikini, on la regarde. Le racisme, c'est pareil. Et c'est pareil. Et c'est pour ça que nous irons un jour au paradis ou en enfer. Mm. Pourquoi, pourquoi c'est ce que disent toutes les religions, enfin en tout cas les monothéistes, elles te disent tu es programmé pour le péché et tu seras récompensé si tu ne commets pas le péché. Ouais. Donc spontanément on est méchant, on veut commettre l'adultère, nous sommes des suprémacistes. Tiens, nous convoitons la femme d'autrui, nous convoitons le bien, nous sommes jaloux, voilà. Bon, la civilisation, elle a lutté contre le racisme, et elle a aussi libéré la femme. Moi, Mm. j'entends les féministes aujourd'hui nous dire les combats féministes, mais je rigole. Mais c'est une blague. Bah, faut pas déconner, faut pas. Non, là, on nous dit les combats féministes, tout ça. Attends. Qui a libéré la femme européenne? C'est l'homme Ouais. européen dans le cadre de la civilisation. C'est la civilisation européenne qui a atteint un niveau où elle a dit OK, contraception, allez-y les femmes, c'est bon. Donc, qui a libéré les hommes et les femmes? C'est la civilisation. Parce et dedans, il y a les hommes. L'homme blanc, il est allé très loin dans la libération de la femme. Et c'est même pas son mérite, c'est sa civilisation. C'est-à-dire il est arrivé à un niveau, il a dit, ça me pose pas problème. Parce que pourquoi Ouais. les femmes ont je rentre dans un domaine où je suis pas expert. Mais pourquoi les femmes ont toujours été, la plupart du temps, discriminées? Elles ont vécu un véritable apartheid, hein, notamment dans le monde musulman. Mais là, personne n'en parle. Parce que c'est pas politiquement correct. Parce que les civilisations croyaient que les femmes étaient dangereuses. Mm. Parce que le désir féminin, on ne sait pas gérer, les cocus, les trucs. Bon, c'est pas mon domaine. Mais à un moment donné, la civilisation européenne a dit, moi, je fais confiance aux femmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. je, il fallait faire bien avant, ok, mais peu importe. Donc je veux dire, et ça c'est important pour calmer l'ego des gens. Les grands progrès sont des progrès collectifs. Ouais, complètement. Parce que l'esclavage, euh, la France l'a interdit, l'Angleterre l'a interdit, parce qu'à un moment donné, la civilisation a dit on peut pas, Mm. on peut pas, on peut s'en passer, parce qu'on a fait la révolution industrielle. Tu vois ce que je veux dire? Mm. On peut s'en passer. Et ça, c'est du collectif. Tu peux pas toi, tout seul, militant, abolitionniste, avec ton blog, et tu dis non, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais. Et il y a une civilisation maghrébine, je dis pas musulmane, parce que l'islam est important, mais il y a une civilisation, on va dire, du Moyen-Orient, arabe Moyen-Orient, qui n'est pas celle du Maghreb. Et les deux sont musulmanes. Hein, parce que les Berbères ont un rôle important. Il y a une civilisation musulmane noire, tu vois, au Sénégal ou au Mali. Ouais. Et chacune a son rythme. Mm. Donc, on ne peut pas demander aux Sénégalais aujourd'hui de pratiquer le mariage gay. Mm. Nous, on trouve que c'est bien. Moi, à titre perso, pourtant, je suis musulman. Mm. Le mariage gay, on peut discuter. Je trouve qu'on est allé trop loin. Mais l'amour homosexuel, je le reconnais. Je trouve Ouais. non, je tire mon chapeau de l'avoir reconnu. Mm. Et moi, je suis perso pour le Pax. Tu vois, si tu me demandes, moi, je pense que le mariage doit être réservé à, à un couple hétéro. Mais bon, euh, si la gauche était de bonne foi, j'accepterais le mariage gay tel qu'il est. Mais malheureusement, ils l'ont retourné. Parce qu'ils ont retourné le mariage contre l'Église, contre Dieu. Parce que tu as beaucoup de trucs un peu diaboliques où on retourne. Tu vois, si Dieu a dit que le mariage entre un homme et une femme, eux, ils le font, ils font l'inverse. Enfin, Ouais. tu vois, ils font un truc, ils Ouais. veulent tous les symboles chrétiens, ils veulent les casser. Donc, c'est pour ça que je suis un peu, je suis un peu prudent. Mais, euh, mais on ne peut pas nous demander à la civilisation noire, africaine, musulmane, tout ça,
de faire un jour, elle sera peut-être prête ou pas. Mm. Et on ne peut pas la juger, on dit voilà, vous êtes tous des sauvages. Non, non, Et ça, c'est l'extension coloniale de la gauche, c'est l'extension de son exactement. logiciel colonial. C'est-à-dire, on est comme ça, nous sommes la supériorité morale. S'il vous plaît, vous, pauvres indigènes, veuillez vous civiliser au même rythme que nous et dans la même direction que nous. Et ça, c'est un truc qui est insupportable à mon oreille. Insupportable. Et Ouais, parce qu'ils ne comprennent pas la civilisation. Parce c'est que nous ça, sommes différents. Parce que l'universalisme, ça existe, mais ça a des limites. complètement. C'est ce qu'on vient de dire. Tu peux pas demander franchement, tu peux pas demander à un Marocain de vivre dans une république. Il Mm. sera malheureux. Il sera malheureux. Bah, tu vois les Algériens. Je vais encore me faire plein d'amis en Algérie. Mais une partie du malheur algérien, c'est le fait qu'ils n'aient pas un roi. Mm. C'est la programmation mentale qui veut ça. Mm. Attention, tu peux avoir des mauvais rois. Moi, je ne dis pas que la monarchie, c'est égale solution. Mais je dis que tu as des programmations. Par contre, l'universalisme, il faut quand même le garder à l'esprit. Parce que si moi, je te dis demain, je viens en France et je te dis, ma fille, je vais lui couper le clitoris parce que ma civilisation le demande, j'espère que tu vas m'en empêcher. Tu vois, Ouais, mais c'est. c'est là où moi je mets une nuance, c'est que Ouais, l'universalisme doit s'appliquer. En fait, on doit penser. Je sais pas ce que tu penses de ça, mais ouais, on doit garder en tête que l'universalisme est une particularité de notre civilisation et que du coup on ne doit l'appliquer que sur le territoire où nous avons un pouvoir politique. tu as C'est-à-dire en raison. gros, si quelqu'un fait ça dans son pays, ben voyez avec votre pays de référence. C'est pas à moi de venir vous dire comment vous devez vivre. En revanche, si tu viens et tu le fais dans notre pays commun, là oui, effectivement, non, la loi est la même pour tout le monde et du coup, les mœurs sont les mêmes pour tout le monde. Et Ah, je suis d'accord si avec je toi. l'accepte pas pour ma fille, je l'accepterai pas pour la tienne non plus. Tu vois, c'est ce que je veux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois moi. Je pense que tu as raison, mais un vicieux te trouvera toujours un argument. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pendant le. Bon, après, tu vois, le génocide rwandais. Enfin, je dérive sur le principe d'ingérence. Hum, Ce sont des Noirs qui se tuent entre eux. Qu'est-ce qu'on a à nous à y intervenir? hum, On hum, pourrait dire ça. Mais il y a eu quand même 1 million de morts en 3 mois. Tu vois? hum. Ouais, non, c'est sûr, il y a C'est toujours pas. des exemples où il faut Voilà. effectivement intervenir. On est d'accord. Voilà, voilà. Après, après, ce que la gauche oublie, c'est que pour aller sauver les Rwandais contre eux-mêmes, il faut avoir une armée, hein. Il faut avoir des hommes. Et, C'est vrai. et- et parce que nous, on a détruit notre armée et nos hommes, parce que nous avons complexé nos hommes. On leur a dit, vous êtes des blancs, vous êtes des nuls, vous êtes des homophobes, des machos. Bon, ça, c'est un autre sujet. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Et le problème, c'est que, le grand problème, si tu veux, c'est que, bon, il y a la gauche qui joue au con, parce qu'elle n'est pas, hein, on l'a dit au début. Mais tu as aussi le problème, c'est que les civilisations sont pas, elles n'ont pas une adresse, un siège. Hum. Et les filles, le RN, ils ont un siège, ils ont un logo. Tu sais ce que c'est? Ils ont des leaders. La civilisation, c'est invisible presque. Hum. Donc c'est difficile à comprendre. Et tu la comprends en étudiant les gens, en voyageant, en étudiant les livres. Mais Mais nous, c'est on ne lit plus. On mais connaît même c'est plus la ça. France. Mais c'est ça, quand tu parlais tout à l'heure, j'avais l'impression d'écouter quelqu'un qui tient encore compte, et aujourd'hui c'est assez rare, quelqu'un qui tient encore compte de l'anthropologie des peuples. On n'a pas les mêmes anthropologies, c'est fou. Rien à voir. Attends, mais moi, j'ai beau être tout ça parler français, je réagis en tant que Marocain. Hum, hum, hum. Sur des trucs très. Et ça, je l'ai vu quand je me suis marié avec une chrétienne brésilienne. C'est là que j'ai vu que j'étais un arabe. Parce que tu vois, il y a des fonds de machisme. Tu vois, la femme ne vaut pas la même chose que l'homme. Tu vois, Ouais, mais moi, je pensais. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans notre monde à nous, maghrébins, ça s'explique. Tu vois, ouais. il y a. Bon, je ne justifie pas, mais ça rend. Peut-être que jamais je dépasserai ça. Et voilà. Et tu as ça, c'est très important en fait, c'est qu'on est différent. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et dans la colonisation, l'armée française a été magnifique quand elle avait des soldats noirs, arabes et jaunes, hein. Bien Euh, sûr. et aujourd'hui, nous avons la Légion, qui est une troupe d'élite, qui est faite de blancs et de tous les pays du monde. Tu as des Brésiliens, tu as des Maliens, tu as des Russes. Mais pourquoi? Parce que le Russe qui va à la Légion, on lui dit pas arrête d'être russe.
On lui donne, voilà, on lui donne le règlement intérieur et puis on lui dit, bah, mais donne ce que tu as dans tes tripes. Ouais, ouais, Il faut qu'on arrive à gérer, tu vois, il faut qu'on arrive à prendre ce qu'il y a de mieux chez chacun. complètement. Parce que sinon, on va mettre des gens malheureux partout. Complètement, complètement d'accord. D'ailleurs, c'est, je crois, en partie la conclusion, une des conclusions du livre L'identité d'abord que tu as écrit Ah oui, d'ailleurs. on en a parlé. Tout à fait, tout à fait. Je sais que c'est très difficile. Mm. Parce que avant, on était entre chrétiens. Parce que même la gauche, c'est des chrétiens. Enfin, Mélenchon, c'est un chrétien. Enfin, c'est un Mélenchon. Il y a 100 ans, il aurait été un curé insupportable. Il aurait mis au Moyen Âge, j'en suis sûr. Hein. Enfin, après, c'est de l'humour. Il aurait brûlé des sorcières, ce mec. J'en suis sûr. C'est un catholique refoulé, mais dans la pire. Attends, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, elle serait née au XVIIe siècle, elle aurait géré un ordre religieux, tu sais, où elle aurait fouetté les nonnes, tu sais. Parce que là, parce que de toute façon, tu sais comment tu les reconnais, c'est l'obsession avec le cul, le sexe, Ouais, et la bouffe. ouais, Le religieux, il contrôle toujours le sexe, avec qui tu couches, comment tu couches, combien de fois tu te couches, est-ce qu'il faut se masturber ou pas. Ça, c'est la bouffe, le ouais. véganisme, le truc, parce que voilà. Et je l'ai oublié, et je me suis rappelé, je l'ai oublié. Il y a un troisième, le climat. Mm. Ah Ouais. ben, les Aztèques, les Mayas, les chamans, il va pleuvoir, il va. Et ils sont sur ça, les mecs. Hein. Ouais. Euh, bon, j'ai oublié ce qu'on disait pourquoi, je sais pas pourquoi on a pris Mélenchon, mais peu Ah, importe. ouais, on parlait d'anthropologie différente, de choses comme Ouais. ça. En tout cas, j'avais une dernière question à te poser enfin, qui va sonner un petit peu comme une conclusion. C'est aujourd'hui, si on veut avoir, alors prends vraiment ton temps pour répondre, c'est la dernière question, mais c'est histoire de comprendre finalement en conclusion. Si on veut avoir une vision équilibrée de la colonisation française, une vision qui s'approche du réel, une vision non idéologisée, qui ne sert pas à culpabiliser, mais qui ne sert pas non plus à excuser. Une vision équilibrée. Qu'est-ce qu'il faut penser aujourd'hui, selon toi, de la colonisation française au Maghreb? Au Maghreb, ouais, au Maghreb, ouais. Ouais, au Maghreb, parce que c'est là D'accord, où on a le plus de problèmes, c'est-à-dire bien sûr. on a vraiment une problématique avec des gens de gauche qui sont là à se fouetter tout seuls, machin, et à nous demander à nous de nous fouetter. Et puis on a des gens qui sont issus, qui ont des origines au Maghreb et qui sont très malheureux et très Ouais, amers. Parce très que leur amer, ouais. amertume, enfin, je peux pas croire qu'ils ils sont bien comme ça. Ils ont beaucoup d'amertume envers le peuple français et on leur monte C'est la horrible, tête. Et c'est du coup, horrible. si on veut être équilibré et penser les choses, voilà, d'une manière vraie, la plus vraie possible, et équilibrée, qu'est-ce qu'il faut penser de cette colonisation-là? Bah, dans le livre, je dis deux choses. Je dis, c'est une mauvaise idée qui a eu des conséquences complètement surprenantes et pas prévues. Et certaines sont très positives. Mauvaise idée parce que coloniser, c'est pas bon, c'est pas, enfin, c'est un crime, tu appliques la violence, ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été budgété. La France n'avait pas les cadres techniques pour gérer les colonies, parce que voilà, les soldats, les administrateurs, les médecins, elle n'avait rien. Elle a vraiment bricolé. C'était vraiment une idée bricolée, tordue, bricolée, Ouais. mais qui a quand même, elle a augmenté la population du Maghreb pendant la Mm. colonisation, elle a augmenté. Elle a réglé quelques problèmes sur lesquels on n'est plus revenu. L'esclavage, fini. Mm. L'Algérie à l'indépendance n'a pas rétabli l'esclavage. Ouais. C'est fini. On a quand même libéré les femmes pas mal, grâce à la colonisation, parce que l'islam était. Voilà. On a quand même donné à ces pays-là des savoir-faire qui leur servent à ce jour. Par exemple, l'État-nation. Ouais. C'est-à-dire que l'Algérie en 62, à l'indépendance, ou le Maroc en 56, ils n'ont pas dit, ah bah, on veut plus de votre police, de votre armée, de votre. On continue à avoir la même police qu'en France. On lui a changé de nom. L'armée Ouais. française, l'armée algérienne, c'est une copie de l'armée française. Tu vois, l'organisation. Les préfectures, les Algériens les appellent wilaya, mais c'est la même chose. Tu vois. Ouais. On a transféré un savoir-faire. La justice, Ouais. première instance, deuxième instance, on a copié les choses qui étaient utiles. Et vous nous avez donné, par accident, une langue.
Les Algériens, ils ont beau critiquer la France, mais ils s'accrochent aux Français parce qu'ils leur Ouais. rendent un service. Les Marocains, pareil, les Tunisiens, pareil. Un Les peu Noirs aussi. comme Kamel Daoud qui disait que le français est une conquête en fait pour lui. C'est une conquête Exactement. des Algériens en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, tout à fait. On a fait d'autres conquêtes, hein. L'état de droit, même si nous sommes corrompus, mais quand même, on Mm. est beaucoup mieux. Le Maroc est beaucoup mieux géré aujourd'hui qu'en 1912 avant l'arrivée de la France. Beaucoup mieux. Mais Ouais. beaucoup mieux. Le Marocain est mieux habillé. Attends, il faut voir les photos des Marocains en 1912, à l'arrivée de la France. Le Marocain, à part les gens des villes, c'était une minorité. Tu vois, Fès, Essaouira, tout ça, ils étaient bien. Et encore. Mais le Marocain de base, le mec, il avait les poux, donc il avait la coupe Mohican, tu sais, il avait Ouais. 0, il avait la coupe Mohican, et il avait une djellaba pour toute l'année, qui était une espèce de mini-jupe, tu sais, elle arrivait jusqu'au-dessus du genou, et c'est tout. Et il était pieds nus. C'est ça, le Marocain. Donc, Ouais. donc pour dire, c'est une mauvaise idée qui a eu des effets inattendus et qui, malgré tout, a été un service rendu. Et le plus grand, un des plus grands services, c'est ce qu'on a dit, la langue, la fin de l'esclavage, tout ça, transfert de savoir-faire, et ça nous a donné, ça nous a réveillés parce que nous, on n'y croyait plus. Mm. Non, parce que nous croyions que notre terre était pauvre, stérile, parce qu'il pleut pas, la terre, elle est pas très. Franchement, la France, c'est fertile. Mm. Ah, vraiment, tu vois. Le Brésil, c'est fertile. Tu me dis, là c'est fertile, hein, tu vois. Le Midwest, c'est fertile. Tu dis, OK. Le Maroc, il y a très peu de terres fertiles. Ouais. L'Algérie, très peu. La Tunisie, encore moins. La Libye, c'est. Voilà. Et vous êtes arrivé avec vos pieds noirs que tout le monde critique. Et ils ont dit, bah, là, je fais du vin. Là, je fais de l'oranger. D'ailleurs, la clémentine a été créée en Algérie. C'est un moine qui s'appelle Clément. Il a fait une orange qui résiste au climat, tout ça. Vous nous avez montré que notre terre, on pouvait en faire quelque chose. Ouais. Avec, vous n'avez pas changé le régime des pluies ni des fleuves. Vous avez amené la technique, et vous avez amené la Mm. foi. On peut Mm. faire. Et depuis, on est inarrêtable. Ouais. On est inarrêtable. Tu C'est vois, vrai. plus personne ne veut revenir en arrière. Ça, Ouais. ça. Et je pense que même la France ne pensait pas à ça quand elle est venue. C'est la force Ouais. de l'exemple. Maintenant, tu trouves des Marocains qui sont, des Algériens, ils sont en Côte d'Ivoire, ils font des call centers, ou ils font des ponts. Tu dis, mec, mais parce que vous nous avez montré qu'on pouvait qu'on pouvait faire des trucs. Ouais. Ça n'a pas de prix. Ouais. Complètement. Ça n'excuse pas tout ce qui a eu lieu. Mais je pense qu'il y a vraiment. Il faut, même en Algérie, où ils ont vraiment morflé les Algériens, il faut vraiment le dire, plus que les Marocains et les Tunisiens. Même en Algérie, écoute, parce que tu sais, si la France n'avait pas fait ça, qui aurait fait ça? Les Algériens eux-mêmes, les Marocains eux-mêmes. Et je ne connais pas un pays où on a mis la modernisation, la modernité, sans qu'il y ait eu du sang qui coule. Ouais, c'est vrai. Parce que tu changes, malheureusement, regarde en France, on a sacrifié les petites bonnes bretonnes qu'on a amenées à Paris, qui se faisaient pelleter par le petit bourgeois. On a fait travailler les gosses dans les mines en France. C'était le prix à payer, malheureusement. En Angleterre, Dickens, aux États-Unis, les immigrants, les Irlandais, tout ça. Combien de morts en Russie pour industrialiser la Russie? Combien de morts en Chine, au Japon pour. Donc, la France a fait le sale boulot. Elle a fait le sale boulot. Elle nous a aidé à faire le sale boulot. Bon, c'est comme ça, hein. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, Driss, après ce très long et très instructif et très Merci. riche entretien, il me reste à te remercier Et à chaleureusement toi. et à renvoyer tous nos spectateurs et nos auditeurs en podcast, eh bien, vers les livres que j'ai chroniqués, mais aussi les autres. Alors, il y a l'identité d'abord, il y a Oser, non, Français, Ouvrez, réveillez-vous. ouvrez les yeux, Euh, ouvrez les yeux. ouais, voilà, c'est ça. Ouvrez Ouvrez les les yeux. yeux. Il y a celui-ci, Contre-histoire de la colonisation. Et puis, il y en a d'autres aussi, je crois, Driss, si tu peux. Je mettrai les liens en description Ouais, si tu ouais. peux nous en Tu as, parler. tu as de la diversité au séparatisme, un tout petit bouquin, une Ouais, soixantaine de pages, qui explique pourquoi la France peut aller au clash, ouais, mais à partir de la civilisation, du choix des civilisations en France. Et
Il y a un livre sur Galula, qui est un Algérien, enfin, c'est un franco-tunisien, enfin, c'est un juif d'Afrique du Nord, d'origine tunisienne, mais qui, en Algérie, pendant la colonisation, il a inventé une technique de contrôle de la population sans torture. Ça, et l'armée française l'a laissé faire. Donc, là, au fait, il a travaillé dans les années 50, très vite. Il avait des collègues qui torturaient des Algériens avec l'électricité, et lui, il faisait une autre technique, tout aussi efficace. Et l'armée a laissé faire. Et il a fait une très belle carrière. Après, il a eu des soucis voilà. Mais ça s'appelle David Galula, la théorie de la contre-insurrection. Pourquoi? Pour montrer que la France, malgré tout ce qu'on peut lui cracher dessus, tu trouves toujours des rayons de lumière. Tu Ouais. vois? Même vraiment au cœur de la torture en Algérie, le mec il a fait des trucs. Je voulais dire un truc. Ah oui, et le livre de la colonisation, il a été traduit en anglais. Ça, c'est très bon. Donc là, on commence à avoir des lecteurs américains, britanniques. Ça c'est bien. Eh bien, en tout cas, on mettra un lien dans la description pour ceux qui veulent acheter ce livre. Merci. Dans le livre, eh bien, on va beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus profondément. On va creuser beaucoup plus profondément les sujets qu'on a abordés là en vidéo. Les livres, c'est fait pour ça, c'est fait pour creuser les sujets dans le détail. Donc, je vous encourage à aller vers le livre et à le lire. Ça a été une très bonne lecture pour moi. Merci beaucoup. Merci, Driss.